Cultination bonjour, ça fait plaisir de vous retrouver autour de cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous vous proposons de découvrir un royaume mythique dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Il s'agit du royaume souterrain de l'Agartha. C'est un royaume relié à tous les continents de la Terre par l'intermédiaire d'un réseau de galeries et de tunnels. Comment s'y rendre? Nous ne saurons vous le dire. Toutefois, il est possible de le situer. Il s'agit donc d'un modèle légendaire et mythique situé dans un espace souterrain. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de consulter les sources dans la description. Vous y verrez aussi le lien de notre deuxième chaîne, Agora. On partage des contenus intéressants là-bas aussi. On commence. Décrivons l'Agartha. L'Agartha, Agatha, Agarthi, Agardi ou encore Asgartha est une cité, un royaume ou un monde souterrain mythique. Sa description est apparue dans la littérature française au 19e siècle au sein d'ouvrages romancés témoignant de légendes et de mythes hindouistes et bouddhistes. Le thème réapparaît au début du 20e siècle avec le témoignage contesté d'un universitaire aventurier ayant parcouru la Mongolie. Cette légende se lie ensuite au mythe des mondes disparus. Hyperborée, Atlantide, Lémuria et à partir des années 1950 aux théories de la Terre creuse. Le mythe d'Agartha a été adopté par des mouvements New Age. L'Agartha est en général présenté comme un monde idéal, dépositaire de connaissances ou de pouvoirs surnaturels. Elle serait un monde souterrain où la violence n'existe pas et la paix règne partout. Ce serait, d'après nos sources, un royaume souterrain relié à tous les continents de la Terre à travers un géant réseau de galeries et de tunnels. Ce royaume est à la base de la théorie des partisans de la Terre creuse, affirmant que l'intérieur de la Terre n'est pas uniquement composé de matière solide, mais aussi d'océans, de masses de terre auxquelles on peut accéder par des entrées présentes au pôle Nord comme au pôle Sud ou à travers de profondes failles de la surface de la planète. L'Agartha est aussi un royaume souterrain légendaire, présent dans la tradition indienne et amérindienne. On retrouve cette croyance depuis l'Antiquité. Selon les historiens, il existe toujours de vastes portions de ces galeries actuellement, le reste ayant été détruit par des glissements géologiques. Le nom Asgartha apparaît d'abord dans l'œuvre Les Fils de Dieu de Louis Jacolliot. Le mot Asgartha signifiant la ville du soleil, puis sous la forme d'Agartha, ce nom signifie insaisissable à la violence, inaccessible à l'anarchie. Dans l'ouvrage posthume Mission de l'Inde en Europe, Mission de l'Europe en Asie, la question de Mahatma et sa solution 1910 d'Alexandre Saint-Yves d'Alveydre. Où se situe l'Agartha? Cependant, le mystère quant à trouver les différentes entrées de ces galeries demeure. D'après ce qu'avait écrit l'écrivain, le royaume de l'Agartha possède des ramifications qui s'étendent sur les 5 continents, tandis que son siège se situe dans l'Himalaya depuis près de 4000 ans. Sa capitale, Shambhala, encore appelée par certains Shambhala ou Xambhala, suivant les différents orthographes, s'élèverait quelque part sous la mer de sable. La légende situe quelques entrées supposées du royaume mythique dans certains endroits comme la Cueva de Los Tallos en Équateur, le désert de Gobi en Mongolie, la grotte de la Sibille de Colchide de Coums en Italie ou les chutes d'Iguachu en Argentine, The Mammoth Cave au Kentucky aux USA, le Manos au Brésil, le mont Epomeo en Italie, la pyramide de Khéops en Égypte, l'Uluru Ayers Rock situé en Australie et bien sûr le Bougarach Od en France. Sans oublier sous la patte droite du Sphinx de Gizeh en Égypte. Ces endroits représentent des destinations idéales si vous cherchez à explorer le mystère. La légende de l'Agartha. Le nom d'Agartha, inconnu des textes hindous et bouddhistes, l'Agartha légendaire apparu au 19e siècle et dans des œuvres de fiction utopistes et des courants spirituels occidentaux intégrant des éléments hindouistes et bouddhistes. Comme je l'avais dit au début, le thème Agartha s'est développé au cours de ce même siècle en se liant au mythe des mondes disparus hyperborés, Atlantide, Lémuria et à partir des années 1950 aux théories de la Terre creuse. Agartha est en général présenté comme un monde idéal dépositaire de connaissances ou de pouvoirs susceptibles de sauver l'humanité. En 1922, Ferdinand Ossendowski, un géologue, explorateur, homme politique et auteur polonais, prétend dans son livre « Bêtes, hommes et dieux » avoir appris des Mongols eux-mêmes l'existence d'Agartha, pays s'étendant sous la Mongolie, dirigé par un roi du monde qui apparaîtra en sauveur en temps utile.
Une autre source concernant cette civilisation souterraine est The Smoky God en 1908 de Willis Emerson. L'auteur présente le livre comme la relation d'un marin norvégien nommé Olaf Jansen concernant son voyage vers le Grand Nord et son aventure au centre de la Terre. Dans les années 1920, le monde infra-himalayen ou infra-mongol d'Agartha est mentionné par Nicolas et Elena Roerich et repris par René Guénon qui l'orthographie Agartha dans Le Roi du Monde en 1927. Après la Deuxième Guerre mondiale, Agartha revient associé à Shambhala dans des ouvrages exposant de possibles contacts entre le Troisième Reich et les forces occultes d'Himalaya et d'Asie centrale, comme le Matin des magiciens de Louis Pauwels et Jacques Bergier, les sociétés secrètes de Jean-Claude Frère et, plus documenté, Adolphe l'élu du dragon de Jean Robin. Enfin, quand René Guénon reprend la légende à son nom, c'est pour établir un lien avec le mythe de la Terre creuse dont une des entrées se situerait en Amérique du Sud. Agartha, pays fondé par des hyperboréens dans le désert de Gobi, aurait été englouti par la Terre à la suite d'un cataclysme. Une partie de ses habitants se réfugia sous l'Himalaya où ils y fondèrent un centre de savoir nommé aussi Agartha, tandis qu'une autre partie voulut retourner en Hyperborée mais s'arrêta en chemin et fonda Shambhala, double mauvais d'Agartha. La société de Thulé aurait recherché l'aide de Shambhala, mais ce fut Agartha qui se proposa. Selon le livre Spears of Destiny de Trevor Ravenscroft, Agartha serait vouée au bien et Shambhala au mal. La capitale de ce royaume, Shambhala, conserverait en son sein des bibliothèques d'archives, des savoirs perdus, des légendaires continents engloutis de l'Atlantide et Lémuria. Il serait le refuge des hommes éclairs, cités dans le Chukurpa, des aborigènes australiens et la cosmologie Mohawks, mais aussi des civilisations disparues des Mayas et des Aztèques, ainsi que leurs trésors cachés avant l'arrivée des conquistadors. Nous allons aborder maintenant quelques livres ou ouvrages célèbres qui abordent sous ces différentes appellations ce royaume souterrain et mystérieux. La plupart de ces ouvrages ont été écrits par des érudits, poètes et littéraires français. 1873, Louis Jacolliot et l'Asgartha. L'écrivain français Louis Jacolliot nous livre l'histoire de l'Inde depuis ses débuts dans son ouvrage Les Fils de Dieu. Il aborde également son influence sur toutes les autres religions connues qui n'en sont pour lui que des déformations. À la tête de la caste dirigeante des Brahmes se trouve le Brahmatma, qui veut dire en sanskrit la grande âme, chef religieux placé par les Brahmes à leur tête comme une manifestation visible et permanente de Dieu sur la terre. Asgartha serait l'ancienne cité solaire du grand prêtre Brahmatma. 1910, Saint-Yves, Dalveidre et l'Agartha. Cet ouvrage aborde autrement le royaume. En effet, selon cet ouvrage, Agartha est un royaume souterrain disposant d'une grande université, centrée originellement autour d'Ayodhya, en Inde, une ville fondée par le premier homme, Manu selon la mythologie védique, puis transférée sous les monts de l'Himalaya en 1800 avant Jésus-Christ. Le roi du royaume garde un secret qui permet de fabriquer des armes puissantes grâce auxquelles le Christ anéantira le mal et établira la paix. Une partie de son inspiration vient peut-être du royaume de Shambhala, décrit dans les textes Kala Chakra, sauf que le Shambhala bouddhique n'est pas souterrain. Il s'agit d'un pays mythique sacré situé dans l'Himalaya. 1922, Ferdinand Ossendowski est le roi du monde. Ferdinand Ossendowski, un écrivain aventurier et homme politique polonais, raconte dans son récit « Bête, homme et Dieu » avoir appris des Mongols eux-mêmes l'existence d'Agartha, pays s'étendant sous la Mongolie dirigé par un roi du monde qui apparaîtra en sauveur en temps utile. En Mongolie, en 1920 et en 1921, le prince Shultown Bailey lui aurait dit « Ce royaume est Agartha. Il s'étend à tous les passages souterrains du monde entier. C'est un grand royaume comptant des millions de sujets sur lesquels règne le roi du monde. Il connaît toutes les forces de la nature, lit dans toutes les âmes humaines et dans le grand livre de la destinée. » Toutefois, Ossendowski affirmait autour d'une table ronde, plus tard, organisée en 1924 par la revue Les Cahiers du Mois, ne voit dans l'Agartha et le roi du monde qu'un mythe politique. Il affirmait « Je suppose que cette légende a une origine politique. Aucune nation de l'Asie n'étant assez forte pour soutenir temporellement l'impérialisme de la religion jaune. Cette fonction a été dévolue à une humanité souterraine et à son chef. Et ainsi, les espoirs des Asiates ont le point d'appui nécessaire, en attendant le nouveau Gengis Khan. »
Néanmoins, dès 1925, l'explorateur Sven Hedin met en doute ses propos dans Ossendowski et la vérité et affirme qu'il a repris le nom et le concept inventé par les auteurs français. Il reçut, à l'instar de Saint-Yves, les confessions d'un prince nommé Shultown Bailey ainsi que celles de son favori, le lama Gilong. Les deux hommes contèrent aux voyageurs européens l'incroyable histoire du royaume d'Agarthy, connu pour abriter le peuple ancien qui vivait autrefois sur les deux continents mythiques de l'Atlantide et de Mu. Isolé du monde extérieur et de ses incessants bouleversements, ces rescapés de la première humanité auraient atteint un tel degré de savoir qu'ils ne connaîtraient plus depuis longtemps les maux dont souffrent les habitants de la surface. On prétend notamment que leurs cavernes sont éclairées par une lumière spéciale qui a l'étrange pouvoir de faire pousser n'importe quelle plante et de prolonger la vie des hommes en les préservant des maladies. Il y a un peu plus de 6000 ans, d'après les informations recueillies par Ossendowski, l'Agartha ou Agarthy aurait porté le nom de Paradeisha, d'où dérive le mot paradis. Dans Les Horizons perdus, l'écrivain James Hilton fait également allusion à un mystérieux paradis terrestre qui se situerait quelque part au-delà de l'Himalaya et dont le nom Shangri-La n'est pas sans rappeler celui de l'insaisissable Shambhala. Durant ses voyages au cœur de l'Asie, le professeur Nicolas Roerich recueillit lui aussi tout un tas d'informations sur les Agarthiens. Il aurait même eu l'occasion de voir les corridors souterrains qu'ils avaient l'habitude d'emprunter. 1927, René Guénon est le roi du monde. En 1924, la revue Les Cahiers organise une table ronde autour de l'ouvrage de Ferdinand Ossendowski. Cette table ronde réunit Ferdinand Ossendowski, le philosophe catholique Jacques Maritain et l'historien René Grousset. René Guénon y participe également. Suite à cette rencontre, en partie en réaction au scepticisme et aux accusations de plagiat dirigées contre le témoignage d'Ossendowski, Guénon rédige un premier article daté de novembre 1924 et publié dès 1925 dans le numéro de février-mars de la revue Les Cahiers du mois, ainsi que, sous une forme plus complète, dans Atanor, une revue italienne de l'époque. En 1927, il réutilise ces articles pour la première partie d'un ouvrage à portée plus doctrinale. Le roi du monde. Guénon résume les références antérieures faites dans la littérature à cette notion d'Agartha. Il souligne également les similitudes, mais aussi des originalités dans le récit d'Ossendowski, comme l'histoire d'une pierre noire offerte autrefois au Dalai Lama par le roi du monde. Il profite également de cette polémique pour exposer un point de doctrine universelle. En effet, il existerait sur Terre un principe supérieur de gouvernement divin, représenté par la figure du législateur primordial, correspondant à ce que l'hindouisme nomme Manu. Pour chaque grand cycle de l'humanité, ce dernier est personnifié par un être spirituellement éveillé, c'est-à-dire le roi du monde, vivant dans une communauté inaccessible au reste des hommes, qui est l'Agartha. Par l'interprétation des symboles de diverses traditions, Guénon décrit l'universalité de ce mythe, mais aussi, ce faisant, celui du centre primordial de toutes ces traditions spirituelles, c'est-à-dire le paradis terrestre. Autre source de la civilisation d'Agartha. La civilisation du royaume souterrain est évoquée dans plusieurs documents. Comme source de cette civilisation, nous avons The Smoky God, publié en 1908 de Willis George Emerson. L'auteur présente le livre comme la relation d'un marin norvégien nommé Olaf Jansen concernant son voyage vers le Grand Nord et son aventure au centre de la Terre. En effet, il aurait habité dans des villes souterraines avec les habitants des colonies du réseau souterrain pendant 2 années. D'après lui, il mesurait plusieurs mètres de haut, serait blond aux yeux bleus, aurait la peau très claire et aurait l'air de grand dieu. Il compare la capitale, Shambhala, au jardin d'Éden. Jansen n'utilise pas le nom d'Agartha, mais Emerson le choisit pour un ouvrage ultérieur intitulé Agartha, Secrets of the Subterranean Cities. Il y prétend qu'il provient des croyances bouddhistes et de la civilisation du centre de la Terre décrite dans l'ouvrage. Selon cette œuvre, le réseau souterrain serait composé de plusieurs colonies ou villes, dont Shambhala ou Telos. Toutes ces villes posséderaient leur propre écosystème, accessible par des entrées dissimulées dans certains lieux comme des montagnes, et toutes les villes seraient reliées par un système de transport rapide. Les habitants seraient des survivants de civilisations antiques telles que celles des Atlantes ou des Lémuriens qui auraient apporté sous terre leurs connaissances et textes sacrés. Agartha revient associé à Shambhala dans des ouvrages exposant des possibles contacts entre le Troisième Reich et les forces occultes d'Himalaya et d'Asie centrale, comme le Matin des magiciens de Louis Pauwels et Jacques Bergier et le plus documenté, Adolphe, l'élu du dragon de Jean Robin.
Ceci survient après la Deuxième Guerre mondiale. Pour les liens entre fascistes et mythes, et légendes ou l'occultisme, il y aurait beaucoup à en dire. Aussi, autour des années 1920, le monde infra-himalayen ou infra-mongol d'Agartha est mentionné par Nicolas et Helena Roerich. À la fin des années 1950, Henrique José de Souza, président de la Société théosophique brésilienne, proposa que les ovnis provenaient de l'Agartha, monde intraterrestre dont la capitale est Shambhala. Nous sommes à la fin de notre vidéo, merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça nous encourage à en faire plus. N'hésitez pas à faire un tour sur notre seconde chaîne Agora pour des vidéos de découverte d'archéologie et d'espace. On se dit à la prochaine pour de nouveaux contenus encore plus intéressants. A bientôt sur Cultination.